I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Il était une fois Lucky Luke et le droit. En ce qui concerne Lucky Luke, pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy comme personnage principal de ma série? C'est tellement ancien, je ne me souviens plus si bien, mais disons que ce qui a certainement joué, c'est que j'adorais dessiner des chevaux en caricature. Et je savais bien entendu que dans un western, j'allais avoir l'occasion d'en dessiner pas mal. Ben, ça aurait très bien pu être un samouraï ou un mousquetaire. C'est pas un pastiche de la vraie vie des cow-boys, c'est un pastiche du cinéma, avec tous les clichés qu'on voit à l'écran, et qui, tous les poncifs, avec tous les mêmes personnages qui reviennent régulièrement, les prospecteurs d'or, les tricheurs, les joueurs, les danseuses de saloon, etc. Je dois dire que l'évolution de Lucky Luke a été assez importante, surtout les 10 premières années, je veux dire. Physiquement, il a fortement évolué. Il était beaucoup plus brutal en plus dans le caractère. C'était beaucoup plus le coup de poing sur la gueule au début. Je crois que le personnage ou l'acteur de cinéma spécialisé dans le western qui m'a le plus influencé, c'est certainement Gary Cooper. Le fait qu'il parle très peu, le gars pas bavard du tout, wep ou nope. Et la caractéristique de Lucky Luke, qui effectivement est un peu timide avec les femmes et qui... C'est de là que ça vient. Mais il est devenu au fur et à mesure du temps plus sophistiqué, un peu sous l'influence de Goscinny, c'est sûr. Et puis l'âge de l'auteur peut-être aussi. Il est grand et mince, porte un chapeau blanc, une chemise jaune, un foulard rouge autour du cou, un gilet noir, un jean bleu, une ceinture avec une boucle rectangulaire, des éperons et des bottes. Il est souvent dessiné avec un sourire tranquille et porte constamment son fidèle pistolet. Dans les premières histoires, il est souvent vu avec une cigarette, mais cependant, pour des raisons de santé publique, la cigarette a été supprimée et remplacée par un brin d'herbe. Il est accompagné de son cheval, prénommé Jolly Jumper, le seul cheval qui est intelligent et capable de parler. Lui, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre, 4e de couverture emblématique de chaque album. Le Lonesome Cowboy face au soleil couchant, aux rocheuses et aux cactus de la dernière case, comme négatif de l'éternel banquet final des irréductibles Gaulois. Lui, c'est bien évidemment Lucky Luke, le célèbre personnage de bande dessinée créé par Maurice, avec de premières histoires écrites par Goscinny. Dans Arizona 1881, paraît dans le magazine Spirou en 1946, et la suite des aventures continue de nous captiver petits et grands de nos jours. Lucky Luke évolue dans cet ouest américain du 19e siècle, il est souvent impliqué dans des aventures plutôt humoristiques, et ses histoires se déroulent dans des villes et territoires frontières où il rencontre de nombreux personnages historiques et fictifs de l'époque. Ses ennemis jurés sont les frères Dalton, Joe, William, Jack, Avril, ennemis récurrents, criminels maladroits et comiques, qui sont eux aussi les héros malheureux des aventures de Lucky Luke. Maurice, qui était à l'origine illustrateur pour les séries de western, a développé l'idée de ce cow-boy solitaire qui tirait plus vite que son ombre, car le genre était tout simplement populaire à l'époque. René Goscinny, scénariste français d'Astérix bien entendu, a rejoint Maurice pour créer les premières aventures de Lucky Luke, et la collaboration commence en 1950 pour être fructueuse jusqu'à la mort prématurée de Goscinny en 1977. Maurice et Goscinny ont introduit un humour particulier dans les aventures de Lucky Luke, se moquant souvent des clichés du western et utilisant des inénarrables jeux de mots astucieux. Le personnage de Lucky Luke est présenté comme un héros à la morale irréprochable, rapide au tir et doté d'un sens de la justice aigu. Et pourtant, est-ce si vrai? Est-ce si évident? La série Lucky Luke est devenue extrêmement populaire en Europe et ailleurs, les albums ont été traduits dans de nombreuses langues et le personnage est devenu emblématique du genre de la BD franco-belge. Après la mort de Goscinny, d'autres scénaristes ont continué la série. Mais Maurice a continué lui à dessiner les aventures de Lucky Luke jusqu'à sa mort en 2001. Le dessin est depuis assuré par Hackday.
Le style graphique de Maurice a contribué à rendre Lucky Luke distinctif, avec des dessins épurés et un sens de l'humour visuel. Au fil des années, le personnage a évolué légèrement en fonction de différents dessinateurs qui ont repris la série après la retraite de Maurice. Cependant, les éléments clés du look de Lucky Luke sont restés relativement constants, contribuant à son statut emblématique dans le monde de la BD. La série s'étend dès lors sur une période de 40 ans, débutant en 1861, juste avant le déclenchement de la guerre de sécession, et se prolongeant jusqu'à la fin du 19e siècle. La plupart des récits se déroulent principalement dans les années 1880. Les premiers personnages historiques introduits dans l'histoire hors la loi, en 1951, sont les frères Dalton. Par la suite, d'éminentes figures de l'Ouest américain font leur apparition, telles que le juge Roy Bean dans Le Juge, les frères Earp, en particulier Wyatt Earp dans Hockey Coral, Soapy Smith dans Le Klondike, ainsi que Jesse James, Billy the Kid et Calamity Jane, qui deviennent des personnages clés dans plusieurs épisodes de la série. La série intègre de nombreux événements historiques, notamment la ruée vers l'or et l'arrivée des nouveaux colons sur les terres indiennes qui sont abordés dans plusieurs albums. Des épisodes traitent également des sujets tels que le conflit légendaire entre les familles Hatfield et McCoy, parodiés dans Les Rivaux de Painful Gulch. D'autres événements historiques marquants tels que l'introduction de la machine à sous dans Le Bandit Manchot, la construction de la ligne de chemin de fer Est-Ouest, le Pony Express et l'avènement du télégraphe dans Le Fil qui chante sont également explorés dans Lucky Luke. La série compte 80 albums et une grande majorité d'entre eux ont trait, de près ou de loin, vous me voyez venir, au droit, à la justice, à notre matière juridique tant aimée. En effet, la bande dessinée Lucky Luke présente un conflit fondamental entre le bien et le mal, ce qui en fait l'une des premières du genre franco-belge à explorer cette thématique. Elle a joué un rôle crucial dans l'établissement des règles et des caractéristiques de ce style de bande dessinée. Le protagoniste, Lucky Luke, incarne le bien en défendant la loi. Bien qu'il soit solitaire, il est accompagné de manière comique par son fidèle ami, le cheval Jolly Jumper. Conçu comme un héros type de ce genre de série, Lucky Luke représente la loi et la morale. Sa personnalité est simple, sans faille, il évite de susciter le rire, tout en demeurant le seul personnage sérieux de l'histoire. Sur le plan graphique, son apparence est sobre, il ni belle, ni laide, échappant au ridicule. À l'inverse, le mal est principalement représenté par les bandits de l'Ouest dans la série. Leur méchanceté est dénuée d'explications psychologiques, étant attribuée à leur nature intrinsèque. Les méchants sont souvent dépeints comme laids, en opposition à la neutralité graphique des figures du bien. La codification visuelle va jusqu'à suggérer la sournoiserie chez les petits et la bêtise chez les gros, bien que cette codification ne soit pas systématique dans la série. Bien que les bandits de l'Ouest soient les méchants les plus fréquemment représentés, la série explore également d'autres segments de la société que les hommes politiques, les notables, les fermiers et les bourgeois. Cependant, les rôles sociaux de ces personnages ne déterminent pas nécessairement leurs caractéristiques antagonistes. Les comparses des méchants principaux sont dépeints de manière totalement stupide, manipulés par l'intelligence diabolique de leur chef. Les frères Dalton se distinguent dans la série, ayant des visages identiques, mais Joe émane la haine, tandis que Avrael incarne la bêtise. Pour susciter le rire, chaque apparition des Dalton doit être une surenchère dans le mal, avec Joe devenant encore plus haineux et Avrael encore plus bête. L'humour repose sur la répétition, nécessitant du lecteur une connaissance préalable des habitudes de la série. Ainsi, dans le cadre de cet épisode, il était une fois le droit de sa vie son œuvre consacré à Lucky Luke et le droit, je vous propose d'aborder Lucky Luke, le droit de la peine perdue. Du paladin, défenseur de la loi, car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Au petit trot, la justice est en route. Tremblez, coquin, lors du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade des Dalton.
Autant l'avouer tout de suite, c'est Alice Gasco qui s'est penchée la première sur la question de la sanction des méfaits commis par les bandits dans la bande dessinée Lucky Luke, dans « Et si la peine m'était dessinée », le sens de la peine dans Lucky Luke, contribution publiée dans les actes du colloque Le droit dans les bandes dessinées aux éditions LG-DJ en 2012. L'autrice nous rappelle que le droit pénal est omniprésent dans les aventures de notre cow-boy solitaire, et que la sanction pénale y tient une place toute particulière puisque bon nombre d'albums commencent au pénitencier par l'évasion des Dalton et finissent dans cette même prison à la fin de l'album. Alice Gasco tente alors de raccrocher les sanctions pénales ou assimilées infligées dans la série aux fonctions traditionnelles d'intimidation, de rétribution, de réinsertion et de réparation de la peine. Pour elle, les auteurs de la série ne s'attachent manifestement et dans un premier temps qu'aux fonctions d'élimination de la société civile et de rétribution du méfait ainsi puni. Cette privation de liberté, mais c'est aussi la peine des travaux forcés et la peine des fers, avec ses menottes et boulets emblématiques, accrochés aux Dalton. Dans Lucky Luke, tome 23, les Dalton courent toujours. Après la nouvelle élection du président des États-Unis, une amnistie générale est décrétée. Ces chers Dalton quittent donc leur prison et s'installent à la bien nommée Awful Gutch, où ils projettent de dévaliser la banque. Lucky Luke, qui n'est pas dupe, s'installe dans le coin pour les surveiller et va leur mettre des bâtons dans les roues. Dans la deuxième histoire, la prison où croupissent les Dalton est attaquée par les Indiens. Profitant du chaos, les frères ne demandent pas leur reste et s'échappent. Pas pour longtemps toutefois, puisqu'ils sont faits prisonniers par ces Indiens. Profitant d'un quiproquo sur les talents de sorcier d'Abraël, les Dalton échappent à la mort et s'unissent avec les Indiens pour recommencer leurs activités criminelles. Dans le tome 52, Fingers, un magicien dénommé Fingers se présente au pénitencier et après quelques tours se retrouve dans la cellule des Dalton. Ces derniers s'évadent grâce aux clés que Finger a subtilisées aux gardiens et les pillages de banque recommencent. Les Dalton sont remis en lieu sûr et Lucky Luke accompagne le magicien gracié par le gouverneur. Malheureusement, sa kleptomanie va lui causer pas mal de soucis. Tome 64, Bellstar. Lucky Luke livre au shérif de Fort Smith un hors-la-loi. Mais au tribunal, une femme, Bellstar, vient payer la caution et emmène le bandit dans son ranch. L'endroit est en fait un vrai refuge pour desperados de tout poil. On y croise Dalton, Billy the Kid. Le shérif, lui, est désespéré car il sait qu'il continue de commettre des crimes dans la région. Mais Bellstar est très bien vue en ville pour ses bonnes œuvres et dispose de protection en haut lieu. Lucky Luke monte alors un stratagème pour la piéger, elle et ses pensionnaires. Alors la peine de mort est interdite pour les femmes dans le Far West, mais pas pour les hommes. Dans la mine d'or de Dick Digger, en traversant Silverbrook, Lucky Luke s'aperçoit qu'il fait fuir tout le monde. Il comprend en voyant sur une affiche le bandit Mad Jim, un sosie parfait. Ce dernier est en prison et sera pendu le lendemain matin. Cette ressemblance pourrait profiter aux brigands et mettre la vie de notre cow-boy en grand danger. Dans le tome 13, le juge, Lucky Luke est chargé de convoyer un troupeau d'Austin à Silver City, route réputée dangereuse par ses attaques de bandits. À Langtry, il est arrêté pour avoir volé son propre troupeau par Roy Chen, dit le juge, un bandit reconverti dans la loi et accessoirement la vente de bière, soi-disant glacée. Suite à un procès pour le moins farfelu, Lucky Luke est condamné à la corde. Mais l'arrivée d'un second juge en ville risque de ne pas mal changer la donne. Nous renverrons sur cette question à l'article « La peine de mort dans la BD » écrit par Charles Robez-Masson dans Droit et bande dessinée sous la direction de Catherine Ribaud, paru chez Pug en 1998. Alice Gasco aborde ensuite les fonctions modernes de la peine au regard de la resocialisation et de la fonction réparatrice de la sanction pénale. Pour illustration, tome 26, les Dalton se rachètent. La Cour suprême des États-Unis réforme le système judiciaire. Les criminels obtiennent une période de probation d'1 mois. Et si pendant cette période ils ne commettent aucun crime, ils se retrouvent libres. Les Dalton sont choisis pour tester cette réforme et Lucky Luke est engagé pour les surveiller. J'étais donc là, dans le bureau du sénateur Pendlebury. Il avait une théorie toute fraîche en matière de réforme pénitentiaire, la période de probation. Le temps, c'est de l'argent, monsieur Luc. Alors j'irai droit au but. J'étais loin de me douter de ce que le sénateur avait en tête. J'ai la conviction, monsieur Luc, que beaucoup de hors-la-loi sont des incompris et que si on leur donnait une chance, ils deviendraient des citoyens honnêtes de notre beau pays. Tome 44, la guérison des Dalton. Otto von
Imbe Ergeist est un professeur venu d'Europe pour prouver que les criminels ont en réalité une maladie et que l'on peut les soigner pour qu'ils puissent devenir d'honnêtes citoyens. Ces candidats seront bien sûr les Dalton. L'amnésie des Dalton, tome 60. Nos Dalton tentent une fois encore de s'évader du pénitencier de Yuma, mais ils échouent. C'est alors qu'ils apprennent qu'un autre détenu va être libéré pour cause d'amnésie. Ils organisent alors un faux accident et simulent la perte de mémoire. Le gouverneur et l'administration sceptique décident de les mettre à l'épreuve. Ils chargent Lucky Luke de les remplacer dans les situations qui pourraient leur rappeler leur passé afin de leur rendre la mémoire et les remettre en prison. Tome 67, Marcel Dalton. Lucky Luke est en charge d'escorter Marcel Dalton, l'oncle de Joe, Jack, William et Abraël Dalton. Marcel arrive de Suisse pour ouvrir une banque en Amérique. De plus, il veut essayer de réhabiliter ses neveux en les faisant travailler à sa banque. Malheureusement, les frères Dalton sont incorrigibles et ils s'enfuient dans le but de cambrioler les gens. Lucky Luke part à leur recherche et les retrouve à Coyote Gulch. Il réussit à les capturer pour les ramener en prison. La série aborde également le cas particulier de l'extradition. Notamment dans l'escorte, tome 28, une mission dangereuse est confiée à Lucky Luke. Il faut escorter Billy the Kid jusqu'au Nouveau-Mexique. En effet, le hors-la-loi doit y être jugé. Et d'où l'on voit bien que la lutte du bien contre le mal, dans la série Lucky Luke, nécessite une simplicité, voire un simplisme des peines encourues par les criminels. Bien qu'admettons les albums les plus récents, explorent des thématiques de réinsertion, de seconde chance et d'excuses pénales, plutôt modernes, dans le contexte, le Far West, de nos histoires. En conclusion, le rôle de justicier dans la société du Far West, comme celle d'aujourd'hui, occupe une place complexe et nuancée, tant dans la réalité que dans la représentation médiatique. Les justiciers, qu'ils soient des figures historiques, des héros de bande dessinée, des personnages de films ou des acteurs sociaux, sont souvent façonnés par des circonstances qui nécessitent une intervention au-delà des limites traditionnelles de la justice institutionnelle. D'une part, les justiciers peuvent incarner des idéaux de justice, d'équité et de protection des droits de l'individu. Leur action peut pallier les lacunes du système judiciaire, révéler des failles dans l'ordre social et contribuer à l'émergence de la vérité et de la réparation. Leur présence peut offrir un sentiment de sécurité et de confiance à une société souvent confrontée à des défis complexes et évoluant rapidement. D'autre part, cette figure du justicier peut soulever des questions éthiques liées à l'autorité, à la légitimité et à l'application sélective de la justice. Ce risque de l'auto-justice, où un individu ou un groupe décide de prendre la loi entre ses mains, soulève des préoccupations quant à l'équité, la partialité et aux droits individuels. La frontière entre la justice personnelle et la vengeance peut être ténue, suscitant des débats sur la moralité de telles actions. En fin de compte, le rôle de justicier dans la société dépend du contexte culturel, social et historique. L'analyse de cette figure complexe nécessite une prise de recul, une réflexion approfondie sur les valeurs sociétales et une compréhension des nuances inhérentes à la recherche de la justice. Que ce soit à travers des figures légendaires, des super-héros contemporains ou des acteurs engagés pour la vie sociale, la présence du justicier continue de susciter des interrogations importantes sur la nature de la justice et sur la façon dont elle peut être équilibrée dans une société en évolution constante. Il y a tout cela dans les aventures de Lucky Luke, alors à vos BD d'enfance. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy, you've a long, long way to roam, to